Imaginez un désert sans fin, brûlé par le soleil, où la chaleur déforme l'air jusqu'à en brouiller l'horizon. Le sol tremble sous les chenilles d'un colosse d'acier. Son moteur à turbine hurle comme un réacteur. Sa silhouette projette une ombre immense sur le sable. C'est le M1 Abrams, le monstre né pour affronter la peur même. Là, dans le silence avant le tonnerre, les soldats savent qu'ils pilotent la machine que Moscou redoutait plus que tout autre. Ce n'est pas un simple char. C'est une déclaration de puissance, un défi lancé au monde entier. Tout commence à la fin des années 70. Les États-Unis sortent meurtris du Vietnam. Leurs blindés, vieillissants, paraissent dérisoires face aux T-72 soviétiques, rapides, puissants et innombrables. Au Pentagone, l'inquiétude grandit. Si la guerre éclatait en Europe, les divisions de chars américains seraient balayées en quelques jours. Il fallait un miracle de technologie. Un char qui ne se contenterait pas d'égaler les soviétiques, mais les écraserait sans pitié. Les généraux appellent cela un rêve impossible. Un blindé invincible, rapide, capable de frapper le premier et de survivre à tout. Pourtant, dans les laboratoires de Chrysler Defense, ce rêve commence à prendre forme. Le projet s'appelle XM1. Ce n'est pas une simple évolution du M60, c'est une révolution. Le moteur n'est plus un diesel classique, mais une turbine d'hélicoptère. Le blindage n'est pas d'acier homogène, mais une combinaison secrète de couches de céramique et de métal appelée Chobham. Une armure vivante, capable d'absorber la mort. Les ingénieurs travaillent jour et nuit. Chaque boulon, chaque plaque, chaque angle est pensé pour survivre à la guerre moderne. Le bruit du moteur turbine déchire les nuits du Michigan. Lors des premiers tests, le XM1 accélère avec une violence qui surprend tout le monde. Il atteint des vitesses impensables pour un char de 60 tonnes, manœuvre comme un prédateur, pivote sur lui-même en quelques secondes. Un officier murmure « C'est un fauve en cage ». Et il a raison. Pendant ce temps, à l'Est, les services de renseignement soviétiques observent avec inquiétude les photos satellites des polygones américains. Une nouvelle silhouette apparaît sur les images floues. Une tourelle trapue, une caisse massive, une chaleur intense captée par les capteurs infrarouges. À Moscou, le KGB rédige un rapport alarmant. Les États-Unis développent un char d'un nouveau type, doté d'une propulsion non conventionnelle. Potentielle menace stratégique. Lorsque le XM1 est officiellement baptisé M1 Abrams, en hommage au général Creighton Abrams, vétéran du Vietnam, le monde comprend que quelque chose vient de changer. Le char entre en service en 1980. Sa naissance marque la fin d'une époque. L'ère des moteurs rugissants et des blindages massifs cède la place à celle de la technologie, de la précision et de la vitesse. Dans les plaines d'essai du Nevada, des officiers européens assistent à la démonstration. Le char glisse sur la poussière comme un fauve sur sa proie. Il tire en mouvement, détruisant des cibles à plus de 2 km. Son canon de 105 mm crache la foudre. Aucun recul visible, aucune hésitation. Le bruit est si fort que les observateurs en restent figés, fascinés. Le sol tremble sous la déflagration. Un officier allemand lâche un mot, inarrêtable. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas la puissance de feu, c'est la conscience du pilote. Grâce à la vision thermique, le char voit dans la nuit, à travers la fumée, la poussière, le brouillard. Là où les T-77 avancent à l'aveugle, l'Abrams frappe avec la précision d'un tireur d'élite. C'est une nouvelle philosophie du combat. Voir, décider, frapper avant l'ennemi. Dans les salles froides du Kremlin, les généraux soviétiques étudient les rapports américains. Ils savent qu'ils viennent de perdre l'avantage psychologique. Pour la première fois depuis des décennies, la peur change de camp. Et au milieu de la nuit,
dans le désert américain, les moteurs hurlent encore, rappelant au monde entier que le M1 Abrams n'est pas seulement un char, c'est un avertissement. Dans l'aube froide du Michigan, les hangars de Chrysler Defense vibraient du rondement des turbines. L'odeur du kérosène se mêlait à celle du métal chauffé, c'était le berceau du futur. Le projet XM1 avançait dans le secret le plus absolu. À l'extérieur, on n'y voyait qu'un chantier anodin. À l'intérieur, les ingénieurs travaillaient sur ce qui allait devenir la machine de guerre la plus redoutée du siècle. Les essais du premier prototype révélaient des résultats à peine croyables. Une accélération foudroyante, une stabilité inégalée, une précision de tir presque chirurgicale. Pourtant, derrière cette apparente perfection, chaque boulon arraché, chaque fuite d'huile, chaque explosion d'essai coûtait des nuits blanches et des millions de dollars. Le Pentagone voulait la perfection, et vite. Le temps pressait. Les renseignements faisaient état d'une nouvelle génération de T-80 soviétiques capables de rivaliser avec tout ce que possédaient les forces de l'OTAN. Les débats faisaient rage entre les géants industriels. General Motors présentait son propre prototype, plus classique, propulsé par un moteur diesel. Chrysler, elle, prenait le risque du pari insensé, la turbine à gaz. Un moteur d'hélicoptère adapté à un char, une hérésie pour beaucoup, une promesse pour quelques visionnaires. Ce choix allait définir l'avenir. Les tests comparatifs furent impitoyables. Sur les pistes d'essai de l'Army Proving Ground, les deux prototypes s'affrontaient dans une guerre silencieuse. Le moteur de General Motors grondait, rugueux, fiable mais lent. Celui de Chrysler hurlait, emplissant le désert d'un bruit de réacteur. Quand la poussière retomba, il n'y eut plus de doute. La turbine avait gagné. Le XM1 de Chrysler laissait derrière lui un nuage de sable et un sillage d'admiration. Il était plus rapide, plus fluide, presque vivant. Les officiers observateurs échangeaient des regards incrédules. Ce n'était plus un char, c'était un avion sans ailes. Mais cette puissance avait un prix. La consommation de carburant de la turbine était démente. Chaque kilomètre coûtait plus que tout autre char en service. Le Pentagone hésita. Comment déployer un monstre aussi gourmand sur les champs de bataille européens? Les ingénieurs durent réinventer la logistique. Nouveaux réservoirs, nouvelles pompes, nouveaux filtres à air capables de supporter le sable et la poussière. Le moindre grain pouvait être fatal à la turbine. On modifia le système de refroidissement. On redessina l'entrée d'air. On inventa un dispositif de filtration à plusieurs étages. Lentement, douloureusement, le fauve devint domptable. Pendant ce temps, une autre révolution se préparait à l'intérieur même du blindage. L'alliage Chobham, importé du Royaume-Uni sous le sceau du secret, transformait la coque en un mur de science. Ce blindage multicouche combinait acier, céramique et matériaux composites. Les obus perforants s'y brisaient comme des lances contre un bouclier invisible. Pour la première fois, un char pouvait affronter directement un tir soviétique sans craindre l'anéantissement immédiat. L'Abrams ne se contentait plus de survivre, il défiait la mort. Les ingénieurs américains savaient qu'ils tenaient quelque chose d'unique, mais ils n'en avaient pas encore mesuré toute la portée. Lors des premiers exercices à tir réel, les observateurs restèrent figés. Le canon M68, dérivé du Royal Ordnance britannique, perçait les cibles en acier à 2 km avec une précision surnaturelle. La tourelle, entièrement stabilisée, permettait de tirer en mouvement à pleine vitesse, un exploit que même les chars soviétiques les plus modernes ne pouvaient égaler. Le choc psychologique fut immédiat. L'Ouest avait retrouvé son titan. Au cœur du char, 4 hommes formaient une unité indissociable. Le pilote, allongé presque horizontalement, manœuvrait l'engin comme s'il conduisait une voiture de sport. Le tireur, équipé d'une optique thermique révolutionnaire,
voyait la chaleur humaine à travers les murs de fumée. Le chargeur, rapide comme l'éclair, faisait du canon un métronome mortel. Et le commandant, perché dans sa coupole, disposait d'un système de visée indépendant lui permettant d'identifier une cible pendant que le tireur en engageait une autre. Ce travail d'équipe, fluide et instinctif, faisait du M1 une créature vivante, capable de penser et d'agir plus vite que n'importe quel adversaire. À Washington, quand les premiers rapports arrivèrent, un silence s'installa dans les salles du Pentagone. Les mots « game changer » revenaient sans cesse. Le XM1 devenait officiellement le M1 Abrams, le fer de lance d'une nouvelle génération de guerre blindée. Chrysler remporta le contrat et lança la production en série. En quelques années, des centaines de ces géants sortirent des usines, leurs coques étincelantes prêtes à avaler la poussière des champs de bataille. Mais au-delà des chiffres, quelque chose de plus profond se jouait. Le retour de la confiance américaine. Après les humiliations du Vietnam, le pays venait de prouver qu'il savait encore inventer l'impossible. À l'Est, les satellites soviétiques photographiaient ces silhouettes massives sur les terrains d'entraînement, et à Moscou, les analystes murmuraient « Ce char n'est pas seulement une arme, c'est un message ». L'Europe de la guerre froide retenait son souffle. À l'horizon, les chars soviétiques T-72 rugissaient dans les plaines de l'Allemagne de l'Est, rangés en ligne parfaite, comme une marée d'acier prête à déferler. De l'autre côté du rideau de fer, dans les bases de la Rhénanie et du Wurtemberg, un nouveau grondement résonnait, plus sourd, plus grave, presque surnaturel. Le M1 Abrams faisait enfin son entrée en scène. Sur le terrain d'exercice de Grafenwöhr, les soldats américains le découvraient avec un mélange de respect et d'incrédulité. Le char se mouvait comme un fauve de métal, silencieux au ralenti, fulgurant dès que le pilote pressait la manette. Les officiers de l'OTAN s'approchaient, fascinés, observant la turbine cracher une flamme bleue dans le froid matinal. On dirait un avion coincé dans une cuirasse, lâcha un observateur britannique en riant. Pourtant, quand l'engin ouvrit le feu, personne ne rit plus. Le canon M68A1 lança un obus sabot qui traversa une plaque d'acier de 400 mm comme une feuille de papier. Le bruit du choc fit vibrer les vitres du bunker de commandement. Les exercices s'enchaînèrent et chaque démonstration repoussait un peu plus les limites de l'imaginable. Les équipages soviétiques, observant les images satellites et les rapports interceptés, commencèrent à surnommer ce char le fantôme américain. Son blindage absorbait les coups, sa mobilité défiant toute logique. Les services de renseignement à Moscou notèrent avec inquiétude qu'aucun obus soviétique de 125 mm n'avait encore percé la coque avant du M1. Même les T-80 les plus modernes semblaient soudain vulnérables. Pour les équipages américains, c'était plus qu'un char. C'était une promesse de survie. Les anciens du Vietnam, habitués aux blindés fragiles et mal protégés, parlaient du M1 comme d'un talisman. Dans la tourelle, tout respirait la modernité. Écran numérique, capteur thermique, système de visée laser. Le tireur pouvait engager une cible de nuit sous la pluie à travers un mur de fumée et toucher son objectif du premier coup. L'ennemi, lui, devait encore deviner, corriger, ajuster. L'Abrams, lui, voyait tout. Les stratèges du pacte de Varsovie comprirent vite que ce n'était pas seulement une question de technologie, mais de philosophie. Là où les chars soviétiques misaient sur la quantité, l'Abrams incarnait la précision et la résilience. Chaque unité américaine déployée en Europe devint un symbole de dissuasion. Les manœuvres conjointes de l'OTAN, Reforger 84, Certain Strike, Grand Prix, transformèrent le char en légende vivante. Les spectateurs voyaient ces mastodontes surgir des forêts bavaroises à pleine vitesse, le sol tremblant sous leurs chenilles, leurs turbines hurlant comme des bêtes mécaniques.
Mais derrière la vitrine de puissance, les ingénieurs continuaient à améliorer la bête. Le M1A1, dévoilé en 1985, apporta une innovation décisive, le canon lisse M256 de 120 mm, issu de la technologie allemande Rheinmetall. Plus long, plus puissant, plus précis, il transformait chaque tir en sentence définitive. La version A1 reçut également un blindage Chobham encore renforcé, des systèmes électroniques de pointe et un moteur ajusté pour consommer un peu moins, un miracle en soi. Les équipages le baptisèrent « The Beast Refined », la bête apprivoisée. À cette époque, l'Union soviétique observait ces développements avec une inquiétude grandissante. Les rapports du GRU décrivaient un char invulnérable, capable de frapper avant même d'être détecté. Les simulations internes concluaient que, dans un affrontement direct, un peloton d'Abrams pouvait détruire 2 fois plus de blindés ennemis avant d'être neutralisé. Moscou répondit en accélérant le développement du T-90, mais la peur s'était déjà installée. Sur le terrain, les commandants américains disaient souvent « Si l'enfer existe, il a peur de notre turbine ». L'Abrams n'était pas seulement une machine. C'était un message de fer envoyé à l'Est, une démonstration du savoir-faire industriel et technologique américain. Son moteur hurlait la revanche d'une armée humiliée 10 ans plus tôt au Vietnam. Et tandis que les années 1980 s'achevaient, personne n'imaginait encore que cette bête de métal allait bientôt quitter les forêts européennes pour affronter sa première véritable épreuve, non pas contre les soviétiques, mais dans le désert brûlant du Moyen-Orient. Le désert koweïtien s'étendait à perte de vue, silencieux et doré sous un soleil impitoyable. L'air vibrait, distordu par la chaleur, tandis que les colonnes américaines avançaient lentement vers la frontière irakienne. Les équipages du M1 Abrams, enfermés dans leurs coques d'acier, savaient qu'ils étaient sur le point d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire des blindés. Leurs moteurs à turbine hurlaient comme des tempêtes, projetant des vagues de sable derrière eux. Face à eux se dressait l'armée irakienne, lourdement équipée de chars T-72 soviétiques, jadis considérés comme les maîtres du champ de bataille. Mais en cette année 1991, les rôles allaient s'inverser. La nuit précédant l'offensive, les Abrams furent disposés dans un silence quasi spectral. Les équipages observaient le ciel, traversé par des traînées de missiles Tomahawk et des éclairs d'artillerie. Le désert, autrefois calme, devint une forge de feu et de métal. À 4 heures du matin, l'ordre tomba « Avancez ». Les moteurs s'allumèrent à l'unisson et le sable se souleva sous des centaines de chenilles. L'opération Tempête du désert venait de commencer. À la première lueur de l'aube, les Abrams engagèrent le combat. Les T-72 irakiens, cachés dans les dunes, ouvrirent le feu à grande distance. Les obus frappèrent les flancs du désert, soulevant d'immenses nuages de poussière, mais la plupart ricochèrent sans effet sur le blindage Chobham des Abrams. Les équipages américains répliquèrent immédiatement. Le canon de 120 mm tonna, projetant un obus sabot à une vitesse de 1500 mètres par seconde. La cible, un char irakien dissimulé derrière un monticule, explosa en une boule de feu. L'impact fut si violent qu'il souleva la tourelle de plusieurs mètres avant de la projeter dans le sable. Les communications radio s'emplirent de cris d'excitation. Les tireurs américains n'en croyaient pas leurs yeux. Chaque tir atteignait son but avec une précision chirurgicale. Les T-72, incapables de rivaliser, tentaient de se replier, mais la vitesse et la portée du M1 leur laissaient peu d'espoir. Un à un, ils s'embrasaient dans la lumière aveuglante du matin. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un char occidental dominait totalement le champ de bataille. Les reporters militaires décrivirent la scène comme irréelle. Les Abrams avançaient à travers la tempête de sable presque invisible, leurs silhouettes à peine discernables à travers les vagues de chaleur.
Les obus traçants dessinaient des arcs incandescents dans le ciel. Le rugissement des turbines couvrait tout le reste. Certains officiers comparèrent ce son au battement d'un cœur mécanique, régulier, implacable, annonçant la mort à chaque pulsation. Malgré les conditions extrêmes, chaleur étouffante, brouillard de sable, longue marche dans un terrain sans repère, le char démontra une fiabilité sans égale. Là où les moteurs diesel s'essoufflaient, la turbine du M1 tournait avec constance. Les équipages purent se déplacer rapidement, engager les cibles à des distances inaccessibles pour leurs adversaires et frapper avec une puissance que les soldats irakiens n'avaient jamais vue. En quelques jours seulement, les forces américaines détruisirent plus de 300 chars ennemis, souvent avant même d'avoir été repérés. Le M1 Abrams gagna alors un nouveau surnom, le roi du désert. Son blindage semblait invulnérable, son canon infaillible, sa mobilité presque surnaturelle. Les soldats racontaient que même les T-72 les mieux dissimulés n'échappaient pas à son œil thermique. À travers les jumelles infrarouges, les cibles apparaissaient comme des ombres incandescentes et quelques secondes plus tard, elles disparaissaient dans une explosion rougeoyante. Pour les officiers soviétiques observant depuis Moscou, la leçon fut brutale. Les rapports sur la bataille montraient que les Abrams pouvaient détruire un char ennemi avant même d'être détectés. L'équilibre des forces terrestres venait de changer à jamais. L'armée rouge venait de comprendre que le concept même de char occidental avait évolué au-delà de tout ce qu'elle avait prévu. Mais si le M1 avait prouvé sa supériorité sur le sable brûlant du Golfe, une nouvelle ère de défis commençait déjà à poindre. Les ingénieurs parlaient d'armes guidées, de guerre urbaine, de menaces invisibles. Le monstre d'acier allait devoir s'adapter encore une fois, car les batailles du futur ne ressembleraient à aucune autre. Bagdad, 2003. Le rugissement familier des turbines résonne dans les ruelles vides comme un vent de tempête chargé de métal et de poussière. Le M1 Abrams s'avance lentement entre les bâtiments éventrés, ses chenilles écrasant les débris et les carcasses de voitures. Les combats du désert sont loin désormais. Ici, l'ennemi se cache dans les ombres, derrière chaque fenêtre, chaque porte. Le monstre d'acier, conçu pour dominer les plaines ouvertes, entre dans un nouveau monde, celui de la guerre urbaine. Les équipages le savent, cette bataille n'a rien à voir avec celle de Koweït ou de l'Arabie. Dans la tourelle, la tension est palpable. Le tireur scrute les écrans thermiques, le commandant murmure des ordres dans la radio saturée d'interférences. Le bruit d'un tir de RPG retentit. L'obus s'écrase sur la jupe latérale du char, éclatant en une pluie de flammes et de fragments. La coque tremble, mais l'Abrams tient bon. Les hommes à l'intérieur respirent à nouveau. Les soldats à pied, eux, se réfugient derrière lui comme derrière une forteresse mobile. Dans les rues de Falloujah et de Nadjaf, l'Abrams devient plus qu'un char, un bouclier vivant. Il ouvre la voie aux fantassins, abat les murs derrière lesquels se retranchent les insurgés et couvre chaque progression d'un feu précis. Ses obus à charge creuse percent les immeubles comme du papier. Le canon, d'une puissance inouïe, transforme chaque affrontement en démonstration de force. Mais cette domination a un prix. Les engins explosifs improvisés, enterrés sous les routes, deviennent l'ennemi invisible. Des chars sont soufflés par des charges monstrueuses, parfois capables de soulever leurs 60 tonnes de blindage. Pour la première fois depuis sa naissance, l'Abrams saigne. Les images circulent sur les écrans du monde entier. Des Abrams incendiés, des tourelles calcinées, des silhouettes de soldats s'extrayant de carcasses fumantes. Les ingénieurs à Détroit et Lima prennent ces images comme un coup au cœur. Très vite, ils réagissent. Les M1 A2 CEP apparaissent, équipés de nouvelles protections latérales, de blindages réactifs, de systèmes électroniques capables de détecter les menaces avant qu'elles n'explosent. L'Abrams s'adapte encore plus vite que jamais.
Les équipages témoignent de l'incroyable résistance du char. Un sergent américain raconte qu'après l'explosion d'un engin de 100 kg sous la caisse, le moteur redémarra et le char continua sa mission. Dans une autre unité, un Abrams fut frappé de plein fouet par plusieurs roquettes successives sans être détruit. Ces récits nourrissent la légende. Le monstre d'acier n'est pas seulement puissant, il est obstiné, presque vivant. Mais la guerre change. L'ennemi n'est plus une armée visible, ni un char en face. C'est un spectre qui frappe et disparaît. Les Abrams, invincibles sur les champs ouverts, doivent maintenant combattre dans un labyrinthe d'immeubles et de ruelles où chaque coin de rue peut devenir un piège. Les commandants redéfinissent les tactiques, coordonnent les frappes aériennes et utilisent la communication numérique intégrée du M1A2 pour relier chaque char, chaque unité, chaque drone. L'Abrams devient une pièce maîtresse d'un réseau de guerre totale. Les années passent et le char évolue encore. Les versions CEP V2 puis V3 reçoivent des capteurs infrarouges plus précis, des caméras panoramiques, des blindages composites encore plus denses. L'ère numérique s'impose dans sa tourelle. Pourtant, malgré les circuits et les écrans, une chose reste inchangée. Le grondement du moteur à turbine et la sensation d'invincibilité qu'il transmet à son équipage. En Irak comme en Afghanistan, les Abrams avancent dans les vallées, escortant les convois, soutenant les troupes sous le feu, imposant leur présence là où la peur règne. Les habitants entendent ce rugissement lointain et savent qu'une tempête approche. Certains y voient une promesse de sécurité, d'autres, un rappel de la guerre sans fin. L'Abrams est devenu un symbole. Pour les uns, il représente la puissance absolue, la technologie poussée à l'extrême. Pour d'autres, il incarne le poids du fer dans un monde où la guerre ne disparaît jamais vraiment. Et tandis que les soldats rentrent, fatigués mais vivants, beaucoup savent que ce char les a sauvés plus d'une fois. Dans leur récit, le M1 n'est pas un simple véhicule, c'est un compagnon, un gardien silencieux, un monstre fidèle. Les années passent, et le monde bascule dans une ère nouvelle. Les guerres ne ressemblent plus à celles d'hier, les champs de bataille deviennent numériques, mais l'ombre de l'Abrams continue de planer. En Europe, en Asie, partout où les tensions montent, son nom suffit à raviver des souvenirs. Le M1, né au cœur de la guerre froide, se dresse encore comme un géant d'acier dans un monde en mutation. À l'aube des années 2020, un vent glacial souffle sur l'Europe de l'Est. Les rapports d'espionnage parlent d'un renouveau des blindés russes. T-90, modernisés, T-14 Armata aux lignes futuristes. Les médias s'enflamment. Le Pentagone réagit. Dans les hangars de Lima et d'Aberdeen, les ingénieurs s'affairent autour d'un nouveau prototype, le M1A2 CEP V3, bientôt suivi d'une version encore plus secrète, le CEP V4. Chaque boulon, chaque capteur, chaque circuit est pensé pour affronter les menaces de demain. Le nouveau monstre d'acier embarque des caméras panoramiques thermiques, des systèmes de guerre électronique, une protection active capable d'intercepter les roquettes avant l'impact. Son blindage, déjà mythique, est renforcé par des couches composites encore plus denses et une architecture interne pensée pour protéger l'équipage même en cas de pénétration. Mais le véritable changement, c'est la façon dont le char pense. Relié à un réseau de commandement global, il peut échanger en temps réel des données avec les drones, les satellites et les fantassins. Ce n'est plus seulement un char, c'est une machine de guerre intelligente. Lors des exercices conjoints en Pologne et dans les pays baltes, les observateurs européens assistent médusés à la démonstration. Un peloton d'Abrams avance en silence, détectant et neutralisant des cibles à plus de 3 km. Les obus perforants filent comme des éclairs, frappant avec une précision chirurgicale. Les officiers polonais et français murmurent entre eux « Aucune autre machine terrestre ne semble pouvoir rivaliser ». Même les redoutables T-90, fiers héritiers de la tradition soviétique, paraissent soudain vieillissants face à ce titan d'Américains. Mais sous cette armure d'orgueil se cache une vérité plus complexe.
Chaque unité coûte une fortune. Chaque déploiement exige une logistique titanesque. Les débats éclatent à Washington. Faut-il continuer à produire ces géants ou passer à des véhicules plus légers, plus rapides, plus numériques? Pourtant, au sein de l'armée, la réponse reste unanime. Aucun soldat n'abandonnerait ce colosse qui, depuis 40 ans, a tenu la ligne, traversé les guerres, protégé des vies. Un soir, dans le désert d'Arizona, un ingénieur observe un Abrams revenir d'essai. Le soleil couchant se reflète sur son blindage, terni par la poussière. Les turbines ralentissent, le grondement s'éteint lentement, comme le souffle d'un monstre qui s'endort. L'homme sourit. Il sait que cette machine n'est pas simplement du métal. C'est l'incarnation de décennies d'ingénierie, de bataille, de sacrifice. Le dernier rempart d'une époque où la puissance se mesurait en tonnes d'acier et en rugissements de moteurs. Et pourtant, dans les laboratoires du futur, les ingénieurs imaginent déjà un successeur, un char plus léger, plus silencieux, alimenté par l'intelligence artificielle. Certains disent qu'il portera un autre nom, d'autres qu'il restera fidèle à celui qui a traversé toutes les guerres. Mais une chose est certaine, le M1 Abrams, né dans les flammes de la guerre froide, ne mourra jamais vraiment. Tant que des nations craindront de perdre leur liberté, tant que le monde tremblera à l'idée d'un affrontement terrestre, quelque part, le rugissement de sa turbine continuera de résonner. Car le monstre d'acier que même Moscou redoutait n'a jamais cessé de veiller. Appel à l'action. Si cette histoire du M1 Abrams t'a captivé, laisse un like, écris ton avis en commentaire et abonne-toi pour découvrir les récits les plus puissants de la guerre mécanique. De nouveaux épisodes arrivent très bientôt.